proposer, c'est de tout de suite donner la parole à Sophie Barrel et ensuite de poursuivre l'échange tous les trois et avec vous dans la suite et fin de l'après-midi. Donc, tu nous as parlé effectivement de ces médiations et de cette, au fond, une autre lecture des dispositifs sociaux numériques par la médiation de la sexualité. Et je pense que ça donne des sérieux outillages. Toi, Sophie, de ton côté, tu travailles sur les relations à l'intime, ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, depuis un moment, c'est-à-dire depuis ton mémoire de master, si j'ai compris, et tu le poursuis sous la forme d'une thèse et d'une recherche en cours. Donc c'est de ça que tu vas nous parler. À toi. Bonjour. Alors, donc en fait, mon sujet de thèse, je suis en première année, c'est la représentation du corps en texte et en image sur Internet dans le cadre de revendications sociales féministes. J'ai pris un cours social bien précis parce que sinon, pendant tous les sens, c'est une thèse et c'est pas mon but. En fait, c'est la continuité logique de mes recherches de Master 1 et de Master 2. En Master 2, j'ai élargi un peu mon sujet donc, à la représentation de l'intimité sur Internet. Ça m'a permis de définir le groupe social ou le groupe projet en fait, qui m'a permis de faire ma recherche. Et puis parce que mes recherches de Master 1 étaient exclusivement sur la représentation de la souffrance, et comme ça fait faire des cauchemars, j'ai voulu prendre un truc un peu plus fun. Et l'intimité, des fois, c'est rigolo. Donc voilà, des fois, des folies. Donc ça comprend plein de choses, ça comprend le sexe, le porno, et puis ça peut être juste exprimé son quotidien sur Internet. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma veille personnelle qu'il y avait des gens qui racontaient par exemple sur Twitter je viens de me lever et je viens de me brosser les dents, bonne journée Twitter. Et puis 10 minutes après, je suis dans le bus, salut Twitter, qu'est-ce que tu fais, enfin, voilà. Donc ils racontent vraiment ce qu'ils font au jour le jour. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est considéré comme de l'intimité pour ces gens-là, en fait, toutes ces choses du quotidien qu'on ne partage pas verbalement, mais qu'on vit en fait normalement avec les personnes qui sont là pour le voir, dans une société où on nous pousse à être des individus indépendants, etc., et bah, on doit vivre tout seul à un moment ou à un autre. On n'a plus personne pour voir notre intimité, pour voir le quotidien, et il y a des individus qui le racontent sur Internet. Alors, ce qu'on appelle aux liens faibles, et qui d'ailleurs ne sont pas si faibles que ça au final, hein, parce qu'on construit des vraies relations avec ces gens-là. Là, j'ai vu en sortant un café philosophique sur est-ce qu'on peut avoir des relations sentimentales très fortes via Internet. Oui, complètement. Ce ne sont plus vraiment des liens faibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai fait des groupes, en fait, des petits dossiers dans lesquels je mettais mes catégories d'intimité. Donc, il y avait le quotidien, le corps, la nudité, les revendications politiques, mais qui ont aussi quelque chose de très intime, notamment dans le féminisme, c'est très lié. Qu'est-ce que j'avais d'autre de marrant? Le corps avait encore d'autres parties, sous-parties, par exemple les fluides. On n'est pas supposé montrer, exprimer ce que notre corps fait. Et pourtant, sur Internet, il y a des gens qui le font. Moi, je vois dans mes recherches une envie de revendication féministe, clairement, mais pas que. C'est pas anodin hein, de montrer toutes sortes de fluides que je ne vais pas forcément citer, mais voilà. J'ai beaucoup... excusez-moi. Enfin voilà, en gros mes recherches c'est ça. J'ai fait un questionnaire il n'y a pas très longtemps qui était un peu la continuité du premier que j'avais fait. Je posais des questions sur qu'est-ce que l'intimité, pourquoi, comment. Et ce qui était rigolo dans mes demandes de définition sur l'intimité, c'est que tous, sur plus de 400 personnes, me répondaient « mais l'intimité c'est quelque chose d'hyper subjectif, ça dépend des gens, etc. » Mais ils avaient quand même tous la même définition de l'intimité. Donc c'est pas si subjectif que ça. Ça concerne toujours le corps nu, le corps ce qui produit. Il y a aussi la famille. Les gens sont très gênés de voir des photos des enfants des autres, sachez-le. Il y a même un Tumblr là-dessus. C'est
faut dire. Voilà, vos amis n'aiment pas forcément les photos de vomi de vos enfants. Mais bref. Donc, amis, les moments où on raconte nos histoires sentimentales, et les moments où on est triste. Dans le questionnaire de cette année, la chose intime qui choque le plus les contacts Facebook ou Twitter que vous avez, c'est pas de vous voir tout nu, c'est pas quand vous partez en vacances, etc. Non, c'est quand vous exprimez votre tristesse. Donc les gens sont surtout mal à l'aise avec ça. Donc, moi, c'était une grosse surprise, je ne m'attendais pas trop. Mais voilà, la tristesse est considérée comme quelque chose d'intime et qu'on doit garder pour nous et qu'on ne doit pas exprimer sur les réseaux. Dans un cadre où nous sommes tous à la recherche de reliance, j'ai trouvé ça assez contradictoire. Parce qu'au final, Internet, on est dessus aussi pour se lier à d'autres êtres humains, comme toujours, et puis aussi pour se relier avec soi-même. On en parlait un peu dans le reportage, mais les réseaux permettent d'avoir une sorte de miroir en fait, entre soi et soi. Et si je cherche l'amour des autres, je recherche aussi l'amour que je pourrais me porter à moi-même. Et dans Amour et numérique, je trouve qu'il n'y a pas que l'amour des autres qui compte, il y a aussi son amour à soi. Voilà. Alors, moi j'ai plusieurs questions à te poser. La toute première, tu nous mentionnes plusieurs catégories de l'intime et je pense que ça nous aide beaucoup par rapport à nos échanges de la journée parce qu'effectivement, on comprend probablement mieux les questions des relations amoureuses en ligne si on dézoome un petit peu de la seule relation amoureuse et donc tu commences par nous donner cette diversité-là. Alors j'ai une petite question qui est, est-ce que tu vois par exemple les champs de la maladie ou de la pathologie parmi les champs de l'intime, est-ce que ça revient dans ce que tu trouves par exemple? Parce que là on est dans la relation au corps aussi, mais tout à fait autrement. Oui, j'avais une catégorie d'ailleurs pour ça, pour la santé, la maladie et tout. Et c'est marrant parce que j'en ai encore vu hier soir. Et en effet, comme c'est un truc sur lequel on n'est pas supposé s'exprimer, eh bien, il y a un vrai upperpayment qui se fait par rapport à la santé sur Internet. C'est très en lien avec mon sujet sur le féminisme d'ailleurs. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui trouvent vraiment un réconfort à dire qu'ils ont des problèmes de santé, etc. Et c'est comme une bouteille à la mer en fait. On se dit, on s'en fout que tout le monde le voit. Ce qui compte, c'est qu'il y ait peut-être une personne quelque part qui est exactement la même chose, qui nous réponde et avec lequel on pourra échanger en disant, voilà, oui, d'accord, j'exprime mon intimité là sur Internet, mais c'est en espérant qu'il y ait quelque chose derrière qui a un écho en fait. Et la maladie, ouais, fait complètement partie de ça. Deuxième chose qui est assez liée, au fond, comme vous êtes l'un et l'autre en sciences de l'information et de la communication, pour vous autres d'Infocom, tout est média, tout est médiaté, etc. C'est-à-dire les espaces sur lesquels se font les choses ne sont jamais neutres. Et en l'occurrence, est-ce que par exemple, c'est le fait de parler de certains sujets sur des réseaux sociaux généralistes, sur des espaces sociaux ouverts qui est gênant, alors que tu peux parler exactement de la même chose sur Doctissimo, et là pour le coup ça n'est pas gênant, ou aller sur des espaces dédiés aux relations sexuelles et l'abreussement, ça ne devient pas gênant, tout ça étant dans le même web quand même. Donc ça tu vois une sorte de conscience de la spécialisation, déspécialisation comme faisant partie de la gêne. Genre on peut parler de ça à la cuisine mais pas dans le salon ou pas à table. Déjà moi je vais dire un truc, en fait à la base mon métier, donc, je suis graphiste, donc je me suis toujours posé la question du fond et de la forme, et du sens, etc. Et du média. En fait on ne va pas mettre un message bien précis sur un autre média qui ne serait pas cohérent avec entre guillemets la cible. Là c'est la même chose. Par exemple Doctissimo c'est très connoté. Comment dire, une personne qui va dire ses problèmes de santé sur Doctissimo, il peut peut-être passer pour un bolos, si je peux dire ça comme ça, mais c'est peut-être pas là-dessus qu'on va aller. Et moi, c'est des choses que je vois beaucoup sur Twitter, par exemple. Alors que sur Facebook, beaucoup moins. Ça dépend vraiment je vais parler de certaines choses sur certains médias, et puis des fois, il y en a qui ont plusieurs comptes sur Facebook et sur Twitter, parce qu'il y a un compte public, entre guillemets, il y a un compte privé, entre guillemets. Et les gens, on pense des fois qu'ils sont un peu stupides, ils racontent leur vie sans trop savoir comment, pourquoi. Non, en fait, ils maîtrisent beaucoup plus qu'on le pense. Les gens ne sont pas aussi bêtes qu'on le pense en général. Et ils maîtrisent plutôt bien la façon dont ils délivrent le message. Ils savent que telle ou telle plateforme va être connotée de telle ou telle façon. Et
savent ce qu'ils font, quoi. Peut-être pas les adolescents, mais les grands, oui, je pense. Alors, cette question spécialisation, déspécialisation, moi, je pense qu'on la croise beaucoup depuis ce matin en réalité, et le fait de choisir on comprend de ce que tu dis qu'au fond on peut avoir de l'herpès sur certains sites, mais sur le site d'à côté il vaut mieux ne plus en avoir, et qu'il faut choisir, mais l'interrogation qu'on a, moi je me suis fait depuis ce matin la réflexion d'une forte analogie entre ce qu'on trouve dans les pratiques de la recherche d'emploi en ligne et de la recherche de relations en ligne. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de modes qui consistent à dire je ne vais pas là où c'est prévu parce que je vais avoir plus de chances de trouver là où c'est pas prévu, et certains qui vont être d'accord ou être pas d'accord avec le principe même du matching, de l'algorithmique qui finit par moment à être un peu désespérant. Et on a l'impression qu'il y a deux mondes, celui dans lequel je vais avoir des relations algorithmiques et celui dans lequel je vais rencontrer la personne avec qui je vais faire ma vie. Est-ce que ce que tu viens de nous présenter, Fred, de raconter un petit peu, c'est aussi cette navigation qui peut être une errance ou qui peut être un choix raisonné entre des espaces disjoints sur lesquels les gens font des choix. Tu peux nous en dire plus sur comment ils font leurs choix? Est-ce qu'on le sait? J'en dirai pas plus. Mais par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est l'idée de... Quand j'ai parlé des plateformes de diffusion porno, j'ai parlé aussi de Stéphane, donc, qui a interrogé dans le documentaire et qui est l'animateur d'un site qui s'appelle le Tag Parfait. Dans l'expression du tag parfait, c'est l'idée que... Qu'est-ce qu'un tag? D'abord, c'est un mot-clé qui est associé à des images, à des vidéos, pornographique dans le cas du site Le Tag Parfait. L'idée, c'est que pour trouver ce qui nous plairait le plus, le tag parfait, il faut chercher, il faut taper des mots, et il faut de document en document, de vidéo en vidéo, trouver le mot qui va résonner le plus avec nos désirs. Peut-être que là, avec cette idée de tag, avec cette idée de mots-clés, et avec l'idée que ces mots-clés peuvent passer dans le langage courant d'une certaine manière. Une part non négligeable de cette salle doit savoir vaguement ce qu'est quelqu'un qu'on appellerait une MILF, qui serait donc une maman que l'on aimerait a mother I'd like to fuck, donc que l'on aimerait baiser, fréquenter de façon assidue. Et voilà, il y a des mots qui deviennent, pour le coup, pour les cultures sexuelles minorisées, qui peuvent devenir des étendards, qui peuvent devenir des mots qui désignent un groupe en entier, et le groupe s'identifie et se reconnaît avec ce mot-là. Et ça peut permettre, en fait, de se déplacer et de finalement changer de groupe, ou trouver un groupe, ou trouver une manière d'utiliser les plateformes différentes de celles que l'on avait jusque-là. Pour le coup, le passage de choses strictement liées à la pornographie à des sites de rencontres ou à l'usage de ces mêmes mots dans le cadre des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont un lieu où on va parler de sexualité et de conjugalité énormément, sans forcément montrer d'image et sans forcément parler de soi et de sa vie. Ces mots se déplacent dans les réseaux sociaux, et puis il y a toujours un site, à un moment donné, comme OkCupid, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va utiliser ces catégories et qui va faire que ça va entrer dans un mode algorithmique, mais qui sera plus binaire pour le coup. On ne saura pas si étendard est un tag parfait, mais en tout cas, ce qu'on voit au travers de cette aventure des tags, c'est qu'ils permettent aussi à des espaces non spécialisés de se spécialiser, puisque tout simplement, tu vas utiliser, comme tu disais, tel hashtag sur Twitter, brusquement, tu vas être dans une zone de Twitter qui n'est pas la zone générale, et tu vas aussi le codifier autrement. Alors Sophie, quand même, tu nous le rappelais, tu as un bagage qui t'a amené du côté de l'image avant. Évidemment, je suppose que tu convoques dans ton travail cette compréhension de la relation à l'image, et qu'au fond se pose dans vos présentations respectives la question de qu'est-ce qui passe par le texte, qu'est-ce qui passe par l'image fixe ou animée, qu'est-ce qui passe par, on a parlé
rapidement d'émoticônes, on en a entendu parler aussi. Qu'est-ce qui passe aussi par le son, peut-être? Il y a des choses qui sont peut-être liées aux capacités de diffusion sonore. Tout à l'heure, Fred, engagé par le rappel des fragments du discours amoureux de Roland Barthes, est-ce que, d'une certaine façon, les codes de nos relations à l'image et au texte, on voit un symptôme de leur modification par ces questions de l'intime et par ces questions de l'amour? Tu peux passer par le chemin que tu veux pour nous en parler, bien sûr. C'est juste des points. Ça me fait penser à un truc bien précis, qui est en lien avec le porno d'ailleurs, et qui est en lien avec mon métier de graphiste. J'avais lu un article qui expliquait que pour tout ce qui était publicité de porno sur Internet, il fallait que les gens engagés, donc qui sont des vrais graphistes, qui ont des vraies compétences, etc., dans ce métier-là bien précis, devaient faire la chose la plus amateur possible, parce que c'est là que les gens cliquent. Et en fait, on dirait que sur Internet, pour le porno comme pour d'autres choses, ils ont besoin de quelque chose d'amateur parce que c'est du fait maison, que c'est de l'intime et qu'on est vraiment à la recherche de ça. C'est l'intimité de l'autre. C'est la même chose, par exemple, je pense, que pour cette espèce de besoin de savoir plein de choses sur des stars ou autres. Enfin, on a envie de voir comment ça se passe chez eux. Et donc, au niveau code d'image, on a besoin de ça, de ces codes de l'intimité du fait maison. Il y a aussi une personne qui est très suivie sur Internet, une ancienne de Mademoiselle, pour ceux qui connaissent, qui avait lancé un projet, je parlais du son, où en gros elle mettait des toutes petites séquences de sons de sa vie quotidienne mis bout à bout. Pas d'image, rien du tout, juste du son. Et ça pouvait être des bruits de froissement, de son lit, des bruits du métro, etc. Et ça avait très très bien marché parce que les gens avaient l'impression de vivre la journée avec elle, quoi. Donc que ça soit du son ou de l'image ou des mots, etc., les gens vont à la recherche de ça, et de l'intimité, vraiment. Du côté textuel, pour le coup, est-ce que tu vois dans les pratiques de l'intime que tu peux repérer en ligne des formes de transgression? On a entendu tout à l'heure dans les témoignages que le fait de passer à des termes comme plan cul était à la fois, c'est en soi transgressif, et puis en même temps ça permet, nous savons encore que c'est transgressif, donc les gens qui en parlent savent qu'il ne faut pas en parler dans n'importe quel contexte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait intéressant dans ces glissements de la transgression dans les pratiques textuelles? Dans mes recherches, c'était ce que j'appelais l'impudeur volontaire, où on va volontairement dire quelque chose de transgresser, peut-être pour choquer l'autre ou pas. Dans les images qui diffusent depuis tout à l'heure, en fait, ce sont des captures d'écran de mes recherches que j'ai sélectionnées, il y en a plusieurs, qui ont été rangées dans des catégories, dans ma catégorie d'intimité. Alors voilà, par exemple, au lieu de préparer l'appart avant notre grosse soirée de ce soir, moi je baise, bisous et bon week-end, c'est un compte Twitter public. Alors un soir, j'étais là tranquillement chez moi, en train de manger des pâtes, et j'ai lu ça. Je l'ai relu 3 fois, en me disant « Ah ouais, d'accord ». Et ok. Pour préparer cette intervention, il y a quelques jours, je suis retombée sur un tweet avec hashtag un trigger warning intimité, un truc comme ça. Donc le trigger warning, c'est je préviens d'un contenu potentiellement choquant. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo de retaper ce truc-là dans Twitter, voir ce qui en ressort. Et je suis tombée sur une espèce de fanfiction de 2 hommes qui faisaient une histoire hétérosexuelle de sexe, qui s'étendait sur plusieurs tweets, et ils se répondaient l'un l'autre. Et non, c'est pas ça, je sais plus si je l'ai mis, mais je crois que c'est celle-là, oui, non, en dessous. Avec, ouais. Non, au-dessus. C'est peut-être ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça, je suis tombée dessus l'autre jour, par hasard. Bon, c'est vieux, hein, ça date de août 2014, mais moi je l'ai trouvé il y a 3 jours. Quoi. Et donc j'ai pas tout mis, hein, parce que vers la fin, c'était un peu hardcore. Mais c'était... je sais pas, c'était surprenant, et pareil, c'était des comptes publics, je pouvais tomber dessus, et j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Donc
j'aurais jamais imaginé trouver ça sur Twitter, par exemple. Et si. Donc, au niveau du langage, c'est comme si vous alliez volontairement dire quelque chose à vos parents pour les choquer, quoi. On peut retrouver ça sur les réseaux, genre je vais volontairement dire que ce soir je nique et pas toi, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais appelé de l'impudeur. Mais ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être, ok, j'ai envie de choquer, mais ça peut être la revendication sociale. On entend aussi que dans vos travaux respectifs, il doit y avoir des méthodes de recherche. On parle souvent en ce moment des humanités numériques, des digital humanities, sur comment produire la recherche et produire la science aujourd'hui, produire la science sur des sujets comme ceux-ci. Et on le fait sûrement très très différemment de ce qu'on aurait pu faire il y a 20 ans, puisque les méthodes d'investigation, le travail sur les traces, le travail sur des espaces sociaux ouverts et qui se documentent permettent pas mal de choses. Alors je reviens vers toi sur la même question que pour Sophie, du côté effectivement de ces relations au texte et à l'image, puisque c'est toi qui as dégainé Roland Barthes. Alors, on travaille différemment et en même temps non. Il y a différentes possibilités, tout dépend des conditions de la recherche. Quand on a une thèse financée, accueillie dans un labo qui est spécialisé, par exemple un énorme labo qui travaille sur les sexualités, et qu'on a un environnement qui accompagne correctement le travail de thèse, on peut se retrouver à, par exemple, accéder aux bases de données d'un site ou de plusieurs sites. Donc ça, c'est particulièrement intéressant puisqu'on peut faire de l'analyse statistique secondaire, puisque ce n'est pas nous qui avons recueilli les données, elles ont été recueillies selon des codes et des grilles qui n'ont pas été déterminées par nous-mêmes, mais c'est des ressources extrêmement précieuses, tellement précieuses que souvent elles valent énormément d'argent. Voilà, donc des fois on peut faire ça. Dans mon cas, qui fait une enquête en fait en travaillant à côté, etc. Donc au fur et à mesure des années, on travaille finalement relativement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on travaille en s'inscrivant sur les sites, on travaille en discutant avec les gens sur les sites, selon on raconte pourquoi on est là ou on ne raconte pas du tout pourquoi on est là. C'est ce qu'on appelle de l'observation participante. Ça pose des questions éthiques relativement intéressantes. Le fait de pouvoir poser des questions et de faire une analyse statistique derrière, on crée des sondages. Et là, on se rend compte, par exemple, et ça c'est pour le caractère moderne, même avec des vieilles méthodes, c'est-à-dire faire un sondage auprès de 500 ou 1000 personnes, ce qu'on faisait déjà bien avant Internet, on se retrouve d'abord à constater un rapport à la case à cocher qui est différent. C'est-à-dire que, qui est différent, pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont tellement l'habitude de s'inscrire sur des trucs en ligne qui finissent par prendre le questionnaire des chercheurs exactement de la même manière, comme un psychotest. Et ça crée des fois des problèmes, des problèmes d'interprétation des questions, etc. Après, il y a des fois, il y a quand même des problèmes qui datent d'avant Internet, qui fait que des fois, c'est aussi poser des questions dans un questionnaire, c'est l'exercice d'une forme de pouvoir, et on peut impressionner la personne qui répond, etc. Et Sophie raconte un exemple tout à l'heure, où les gens viennent lui demander si c'est bien, s'il clique, s'il donne tel type de réponse, etc. Donc voilà. Mais du coup, on est obligé de prendre en compte le fait que les gens ont l'habitude de cliquer sur ce qui d'habitude nous servait juste de repère, dans quelle ville vous habitez, à Shakespeare, c'est comme ça que commencent les questionnaires de sociologie et d'anthropologie. Et en fait, ils ont l'habitude de le faire pour d'autres usages. Et du coup, le questionnaire scientifique est un usage parmi d'autres de la liste et de la case à cocher. Je poursuis sur la relation au texte avec un angle, là encore, un détour, qui est il y a une dizaine d'années, il y avait eu un travail tout à fait remarquable de deux chercheurs, Olivier Trédan et Hélène Trélu, qui avaient travaillé sur les skyblogs, les blogs de collégiens, en observant, en gros, il y avait un présupposé tout à fait répandu qui consistait à dire ces skyblogs, c'est nul, c'est moche, et en plus, c'est amateur, il y a une parenté, et en plus, c'est écrit avec les pieds. Et le travail de Hélène et Olivier avait montré que la moitié des skyblogs étaient moches, nuls, écrits avec les pieds, etc., mais que l'autre moitié faisait l'objet d'un soin
rédactionnel particulier qui était vraiment engagé. Il se trouve que c'est probablement les mêmes générations, la génération des collégiens en question et la génération qui est la génération du pic d'usage de tout un ensemble de sites dans les chiffres que nous donnait Vanessa en fin de matinée. Et donc c'est assez intéressant comme parallèle. Je me pose donc un peu cette question de la qualité textuelle, orthographique, de syntaxe, de ce que vous rencontrez quand vous observez des pratiques de dévoilement de l'intime, des pratiques de relations, des pratiques liées à la pornographie, etc. En gros, si je le dis autrement, est-ce qu'il y a purement des choses ultra vulgos quand tu vas du côté du porno et soignées pour avoir l'air chic quand on est du côté de la rencontre? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de toute façon dans des codes tout à fait débridés, affranchis de l'orthographe, etc. Et quel que soit le registre, est-ce qu'il y a du porno littéraire Pareil, c'est extrêmement compliqué comme question à répondre vite. Il y a deux choses. D'abord, c'est quelque chose qui a été dit hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, mais l'usage de l'orthographe sur les plateformes sociales en général, mais sur les sites de rencontres, c'est un tri, c'est un moyen de trier et de trier la classe sociale. C'est-à-dire que les gens vont faire attention à si l'orthographe leur convient ou pas, et c'est un moyen de dégager la moitié des personnes qui écrivent des messages. Voilà. Et c'est quelque chose qui permet d'assurer une sorte d'homogamie, le fait qu'on ne se marie qu'avec des gens de sa classe sociale, enfin de n'importe quel critère d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Pour ce qui revient sur le porno, mais en fait c'est la même chose sur comment on va se présenter soi-même et comment on va construire son profil dans un site de rencontre qui permettent l'affichage d'images nues ou tout habillées. Justement, et là pour le coup le vulgaire de la photo va se déplacer selon les critères du site, tout simplement. Mais il y a, exactement comme le disait Vanessa, pardon, Sophie, il y a une esthétisation qui passe parfois par le côté un peu pauvre techniquement, technologiquement. Le porno à la webcam, le porno à la webcam qui a été tourné avec les webcams d'il y a 10 ans, il est à la mode actuellement sur certaines plateformes parce qu'il est vintage et parce que ça rappelle des bons souvenirs à des personnes qui utilisaient déjà les webcams à l'époque. Et il y a une esthétique de tout ça. Mais comme il y a une esthétique du filtre, dans Instagram, un site de partage d'images, on filtre les images pour qu'elles ressemblent à des Polaroids tout pourris des années 80. Voire qui en plus auraient mal vieilli. Mais ça fait partie d'une production industrielle de l'authenticité, par exemple. Et pour le porno, ce qui va être moche, des fois, c'est au contraire des images qui vont être très léchées, très travaillées, etc. Et qui vont être avec des éclairages parfaits et avec une construction trop professionnelle. Ça va être inauthentique, ça va paraître, et là on revient encore avec cette idée de critères en fait variables. Pour d'autres personnes, et là après il y a aussi l'idée du texte, il y a l'idée en fait d'accompagner les images. Sur les plateformes de porno sur lesquelles j'ai bossé, il y a des films en fait où il n'y a pas d'acte sexuel qui est représenté. Il y a deux types de films comme ça. Il y a les films où il y a une seule personne qui peut être en situation de se masturber et où en fait c'est l'échange avec la personne en face qui est donc invisible dans l'image qui va constituer tout l'intérêt de l'image. Donc si on n'a pas le texte à côté, l'image est juste illisible, même si on voit quelqu'un qui va plus ou moins faire un striptease et se masturber ensuite. Mais l'intensité aura lieu dans le déploiement du texte et de l'image. Et par ailleurs, il y a tout simplement des images qui ne sont pas sexuelles du tout, et il y a des plans fixes sur des lacs ou sur des coins de forêt qui sont affichés par des personnes qui ont par ailleurs quelques vidéos porno tournées à la webcam, toutes moches entre guillemets, et voilà. Et où là, il y a les commentaires
se transforme complètement et où il y a un accompagnement de ces images par du texte et par de la discussion qui est complètement différente. Parce que c'est des coins de nature très bizarres, on dirait des fonds d'écran Windows des fois. Et voilà. Alors, dernière question pour ma part, et après vous pouvez d'une part vous en poser vous entre vous, et d'autre part on a un petit peu de temps du côté de la salle. Dernière question pour ma part, c'est la question de la confiance et de l'anonymat. En fait, une des choses qui me semble se jouer, je ne sais pas ce que tu vas en penser, du côté de l'intime, c'est cet étonnement que nous avons d'une exposition de l'intime. Alors, Cardon parlerait de clair-obscur dans des espaces apparemment très publics, mais dans lesquels il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes en train de te regarder, montrer ce que tu montres. Il faut quand même y arriver, croiser tout un ensemble de choses. Mais il se trouve qu'on tombe qu'on montre involontairement et qu'on tombe sur des choses qu'on ne voudrait pas voir quand même. La question des sphères de confiance et cette espèce de surprise qu'on a depuis pas mal d'années. J'ai conduit un travail avec mes camarades à la FIN pendant un moment sur le thème de la confiance, sur le fait qu'il y a des confiances verticales entre les gens et les institutions qui sont plutôt mal parties, ou les grands opérateurs, les acteurs de l'offre, etc. Alors qu'il y a des confiances horizontales qui sont très très denses dans tous les champs. On parlait d'Optissimo, on peut parler d'énormément de choses. On va faire confiance à des inconnus pour se covoiturer, faire le choix de l'endroit où on va aller en vacances avec TripAdvisor, acheter des bouquins, faire des choses très engageantes sur lesquelles avant on aurait demandé à des experts, et on va souvent le faire en restant anonyme. Et donc on va faire confiance de fait à des inconnus. Et néanmoins, on entendait ce matin qu'il y avait tout un ensemble de risques, de dérives, de difficultés, qui se connaissent, qui sont au courant, et puisque toi tu travailles plus particulièrement sur les champs du féminisme, une part du féminisme existe parce qu'il y a quand même une violence qui n'est pas que symbolique, qui s'exerce dans différents endroits. Donc, est-ce qu'on voit se recomposer autrement les sphères de confiance et comment est-ce que des protections existent? Est-ce qu'il y a des espèces de zones de confiance qui ont l'air de se mettre en place avec des chartes, avec des choses comme ça, y compris dans des univers assez crus? C'est une question un peu ouverte que je pose sur cette relation entre la confiance et ces nouvelles pratiques relationnelles et amoureuses dont on parle depuis tout à l'heure, et puis la confiance et l'anonymat. Ça me fait penser à plusieurs choses. Je pense que j'arriverai pas à tout dire, mais déjà tu parlais de chartes. Dans les groupes Facebook de veille, il y en a de plus en plus des chartes justement de confiance ou autre, ou de bonne conduite, etc., où les informations qui sont sur place doivent être utilisées de telle ou telle façon, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être comme ci, comme ça, etc. Donc déjà oui, il y a une espèce d'organisation qui se forme dans ces pratiques internet, probablement parce qu'il y a eu des dérives, et voilà. Et ça me fait aussi penser au phénomène du revenge porn, où la personne qui a trompé notre confiance était alors notre amoureux ou notre amoureuse, mais généralement c'est amoureux, parce qu'en gros c'est des photos que une femme a données d'elle toute nue à son amoureux, ils se séparent, il n'est pas content, alors il diffuse les photos en question sur internet. C'est du revenge porn. Et là, en fait, la personne en qui on avait confiance a trompé cette confiance. Et par contre, quand on explique qu'on a été atteint de revenge porn dans un cercle féministe, sur Twitter, sur Facebook ou autre, on obtient du soutien. Genre, non, c'est pas ta faute, c'est lui qui a trompé ta confiance, etc. Donc, ce lien fort qu'on avait à la base, à qui on a fait confiance et qui nous a trompés, va être un peu équilibré par tous ces liens faibles qu'on peut trouver sur Internet et nous dire, non, nous on te soutient, etc. Et il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour protéger la personne, d'ailleurs. Enfin, ça va être une adolescente comme ça, qui est vers le Nouvel An, qui a vu une photo à elle divulguée sur Internet, et des féministes de Twitter disaient ne tapez pas tel mot en hashtag, elles ont mis un autre mot à la place pour qu'il remonte en fait dans les tendances et que le hashtag en question qui concernait l'adolescence baisse, n'apparaisse plus en tendance, et que plus personne ne le voit. C'est allé vraiment loin, et il y a toute une organisation qui se fait, genre ok, bon, on va la défendre et on va faire quelque chose, quoi. Donc c'est pas grave si la confiance a été bof ou par quelqu'un d'autre. Il t'a fait ça, c'est un connard. Nous on va t'aider.
Et enfin, je trouve ça c'est formidable quelque part. Enfin, c'est la puissance d'Internet totale, quoi. Et j'avais un troisième point en tête que j'ai plus. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, l'anonymat, voilà, un gros point. Alors, moi, c'est une des intuitions que j'ai par rapport à l'anonymat et donc à l'intimité sur les réseaux, c'est qu'il y a une différence entre les genres de combat. Parce qu'un homme est déjà représenté sur Internet, etc. Donc, lui, ce qu'il voudrait avoir, j'ai l'impression, c'est le droit de ne pas être sur Internet et de ne pas être représenté s'il le souhaite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont contre tout ce qui est loi renseignement, etc., qui soutiennent vachement ce genre de débat. C'est un truc que j'ai observé dans la vie de tous les jours et sur les réseaux. Alors que quand on est une femme, déjà qu'on n'est pas représenté et déjà qu'on est exclu des espaces publics, que ce soit Internet, la rue, etc., le combat actuel, c'est de se représenter. Et qu'importe la façon de le faire, il faut se représenter en masse. Donc il faut se mettre en photo sur Internet, il faut parler de soi, il faut parler tout court, il faut exister. Et à partir du moment où on existera enfin, que ça sera acquis, qu'on ne sera plus rejeté, et bien là, on pourra avoir le même combat que des hommes et dire si je veux l'anonymat, c'est mon droit. Et j'ai le droit de ne pas exister si j'en ai envie, mais seulement si j'en ai envie. Voilà. Garde le micro, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par lien faible et lien fort depuis tout à l'heure, tu as employé plusieurs fois l'expression, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai, ça, je sais pas. Donc c'est un sociologue, je n'arrive pas à prononcer le nom, si toi tu y arrives, vas-y. Voilà, moi j'arrive pas à le dire. Il y a des mots comme ça, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Donc ce sociologue-là a expliqué qu'en gros, donc, le lien fort, c'est le lien physique qui va être votre famille, vos amis, etc. Et les liens faibles vont être des personnes que vous voyez peut-être moins souvent, qui sont plus loin, qui sont... il y a cette espèce de géographie qui se pose, de fréquence aussi, d'échanges, etc. Et c'est pour ça que les liens sur Internet sont considérés comme des liens faibles. C'est des gens que vous ne connaissez peut-être pas, c'est des gens avec qui vous partagez des choses de façon anecdotique, etc. Même s'ils peuvent devenir des liens récurrents, etc., ça peut être des personnes avec qui vous êtes amis pendant des années, mais que vous ne verrez jamais. Et d'ailleurs, ça peut être un choix. C'est confortable, ce genre de relation. Dans les travaux sur les sociabilités numériques, il y a par exemple ce papier clé qui s'appelle « La force des liens faibles » de Aguiton et Cardon, qui a montré que les réseaux sociaux numériques accentuaient la capacité de recourir aux liens faibles dans tout un ensemble d'interactions et donc d'échapper à la contrainte et aux limites des liens forts, qui est une chose qui est en plus relayée par rapport au sujet que je mentionnais à l'instant de l'anonymat, du côté de la recherche de l'anonymat par ceux qui vont dans les grandes villes pour ne pas être victimes de la pression du voisinage, les phénomènes liés à la vie privée en ligne qui vont être beaucoup des phénomènes sur lesquels on se rend compte après pas mal d'années, après des décennies où on a eu peur de Big Brother, qu'aujourd'hui on a un peu plus peur de Little Brother et qu'on a un petit peu plus peur de l'intrusion oblique des proches que de la menace d'un État totalitaire ou de grandes multinationales méchantes. Ça m'embête si mon patron ou ma belle-mère ou mes voisins en savent un peu trop sur moi, alors qu'après tout, que Amazon ou AXA en sache beaucoup, ou que le Premier ministre de l'Intérieur en sache beaucoup, c'est la vie, je m'y suis adapté depuis très longtemps et je sais faire contre. C'est en tout cas ce que plein de gens racontent et ce qu'on peut observer, ce qui n'est pas forcément partagé dans cette salle. Mais en tout cas, cette question-là de la relation à l'intimité et de qui on se protège est quelque chose qui est très très lié à cette problématique des liens forts et des liens faibles. Pour reprendre la suite de ce que tu expliquais, qui est vraiment important dans le caractère genré en fait, de l'engagement pour soit la possibilité de devenir invisible ou la possibilité de devenir visible dans l'espace public, tout simplement, on peut reprendre l'exemple des sites de rencontres gays et des applications de géolocalisation comme Grindr qui a permis à la rencontre gay de passer sur les téléphones portables. Dans un premier temps, il faut d'abord partir d'un principe qui est tout simple, c'est que l'espace public est un espace qui est sexualisé. Il est sexualisé a priori, tout simplement, il est hétérosexuel. C'est-à-dire qu'il suffit de faire une expérience très simple, on prend
un homme et une femme, ils s'embrassent à un endroit de la ville, on compte les réactions, on prend 2 mecs, ils s'embrassent au même endroit de la ville et on compte les réactions. A priori, c'est les 2 mecs qui vont se prendre une mandale en premier. Donc voilà, il y a des règles. Il y a des règles où on ne fait pas n'importe quoi dans l'espace public, ou alors on a une occasion spéciale. Voilà, on fait la Gay Pride, où on a le droit d'être fier un après-midi par an. Voilà. Bon, je prends cette minorité-là parce que vous allez voir, c'est pas n'importe laquelle, mais ça marche aussi pour les autres. Et en fait, d'abord, la culture gay a ses lieux de rencontre dans la ville. Il y a des bars gays, etc., etc. Ce qui, quand on est passé en France au Minitel, mais aussi quand on est passé à l'Internet ensuite, a permis aux hommes gays, en fait, d'être déjà habitués à l'usage des sites de rencontres. Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de se rencontrer dans des lieux spécifiques et d'être là pour ça. C'est une différence avec Mythique, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, qui a souffert énormément du caractère sulfureux de la rencontre hétéro sur Minitel, 3615 ULA, avec une dame à 4 pattes toute nue qui vous regarde droit dans les yeux. Et en fait, pour pouvoir faire redescendre un peu la pression et dire bon, en fait, on peut juste discuter sur Mythique, c'est pas forcément super, super chaud, a dû travailler à rendre la plateforme finalement plus cool et plus soft. Mais revenons à l'espace public. Du coup, l'usage des applications comme Grindr, donc pour permettre la rencontre gay, ça permet à des gens qui ne peuvent pas se draguer dans l'espace public sans déclencher des problèmes dont ils seront les victimes à terme. Ça leur permet à la fois d'utiliser la ville et de recevoir des messages, de savoir qui est pas loin et de les utiliser depuis une terrasse de café, depuis un trottoir, etc. Et ça change complètement l'usage pour les personnes gays, pour les personnes queer, etc. Ça change complètement l'usage de la ville, puisqu'on ne doit plus traverser la ville ou aller à la ville, comme tu disais tout à l'heure, quand on n'habite pas dans une grande ville, pour aller au bar gay du coin, c'est-à-dire dans 15 jours, dans un mois, etc. Et bon, voilà. Et la question géographique, elle est intéressante, puisqu'il y a quelques années, quand on voyait apparaître ces sites-là, moi je sais que, par exemple, les fondateurs d'Amazon, que j'avais invité il y a une dizaine d'années dans une rencontre, disaient, bon, nous partons de Mythique, parce que la directrice de Mythique venait d'Amazon, justement, que j'y pense, disait, les gens ont, en dehors des grandes villes, une pratique de Mythique qui est une pratique pas dans mon village, c'est-à-dire avec une distance de 40 km minimum à respecter. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Semi-vrai. On n'a peut-être pas de données là-dessus. Alors je sais pas, mais je sais que Marie Bergstrom, qui a fait une enquête sur les sites de rencontres hétérocentrés principalement, a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'elle a des données là-dessus. Mais moi, des entretiens que j'ai faits, effectivement, le fait de ne pas draguer dans le périmètre tout serré, c'est extrêmement important. Aussi pour des questions familiales, c'est que des fois, le papa et le fiston, ou la maman et la fille, en fait, sont inscrites sur le même site. Bon, normalement, ils ne se croisent pas s'ils sont du même genre, mais si c'est... enfin, voilà. Mais la deuxième chose, c'est effectivement, c'est aussi que, comme on organise les rencontres pour le week-end ou pour dans quelques jours, on peut aussi prévoir de partir en week-end, etc. Et du coup, ça déplace par rapport aux rencontres qui étaient racontées dans le reportage tout à l'heure, où c'est des rencontres en fait où on est toujours à 3 stations de métro. Et où il y a même des gens qui vont refuser de faire plus de 4 stations de métro parce que ça les saoule, parce qu'il est déjà 21h. Et donc voilà. Donc il y a vraiment une distinction dans les usages, et la bagnole et la géolocalisation par portable sont vraiment des outils qui sont alors pas complémentaires parce qu'ils ne sont pas forcément associés ensemble, mais qui sont plutôt qui se remplacent l'un l'autre selon l'endroit où on habite. Alors, je comprends un peu mieux pourquoi vous êtes venus ce samedi, l'un de Nantes, l'autre de Rennes, à Lorient. Et voilà, d'Aubervilliers, de Paris, etc.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des protestations par rapport à cette table ronde et nos échanges? Alors, j'ai Karen au fond. Si tu peux t'approcher ou si on peut passer le peut-être micro, que je sais parle pas. assez fort, non? On m'entendra là, non? Ah non, pas la caméra. Oui, moi c'était une question pour Fred. En fait, moi je suis relativement choquée d'entendre, enfin c'est plutôt une remarque et du coup est-ce que j'ai bien compris? Quand tu as parlé un des critères pour les catégories sociales, c'est en fonction de l'orthographe. Eh ben, moi je sais pas, je suis une fille d'ouvrier, je sais écrire et je fais super attention et je suis sûre que je suis pas la seule, donc ça me choque en fait d'entendre ça. Donc je voulais être sûre que j'ai bien compris. Non, tout à fait. Et alors, par contre, c'est pas moi qui ai dit que les gens qui venaient de classe sociale ouvrière écrivaient mal. C'est les gens qui expliquent, quand ils utilisent un site de rencontre, que, en fait, les gens qui écrivent mal, ça saoule parce que en fait, c'est agressif, ça fait pleurer les yeux à force, on en a marre des messages mal écrits, pas romantiques. Du coup, on passe du mal écrit à pas romantique, etc., etc. Mais c'est des a priori. C'est des a priori, mais c'est des a priori qui dictent la pratique. Et c'est sur ces biais-là que les gens vont choisir. Parce que, en vrai, dans un autre contexte, ils auraient choisi sur les vêtements, ils auraient choisi sur l'accent. Moi, j'ai pas d'accent, mais je viens de l'autre côté, je viens du sud-ouest, moi. Et j'ai changé d'accent, parce que je suis allé d'abord dans l'est, et puis après, enfin voilà. Et simplement, l'orthographe, en fait, devient un mode, devient un critère de distinction, merci, devient un critère de distinction et de distinction sociale qui est utilisé par certaines personnes, et qui est utilisé par un certain nombre de personnes, en fait. C'est pour ça que j'en parlais. Mais après, il y a des gens qui sont plein de fric et qui écrivent comme des pieds aussi. Sauf que, les gens ne vont pas se dire « Ah, juste, je lui parle pas parce qu'il est riche ». On dira juste « je lui parle pas parce qu'il écrit mal », sans savoir que peut-être, en fait, il est pété de pognon. Et voilà. Donc c'est juste populaire, c'est un cliché, quoi. C'est un gros cliché. Non, je croyais que c'était basé sur des données scientifiques de dire ça. Ah, non, voilà. Les données scientifiques, c'est d'avoir demandé aux gens et de savoir que c'est un critère qui est important pour eux, pour conduire leur choix de parler à telle ou telle personne. Le fait que des personnes qui n'auraient pas beaucoup d'argent écriraient mal ou pas, moi je connais pas de données scientifiques qui le disent. Et ça, c'est pas l'enjeu, ça. Ça peut être un cliché et un travail scientifique. Alors, on avait deux demandes de parole. Alors, c'est à toi d'abord. Ouais, voilà. Non, j'aurais juste une remarque, en fait, et ça peut être, je crois pas avoir entendu ni dans le film, ni dans la table ronde là. C'est en fait à la fois le droit à l'erreur et le droit à l'oubli qui est en train d'être questionné, qui se passe sur Internet. En fait, sur Internet, on peut modifier, enfin en tout cas, c'est vrai pour Facebook, c'est pas vrai pour Twitter, on peut modifier ce qu'on a écrit, et notamment sur les fautes d'orthographe. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de faire des fautes, et en relisant, je me corrige. Et je sais j'ai l'impression qu'il y a un fossé générationnel dans cette conception du droit à l'erreur. Prenez, enfin pour le coup, mes parents par exemple, quand ils font quelque chose sur Internet ou sur leur ordinateur en général, ils font « Ah bah non, je vais tout casser, ce sera irréparable ». Quelqu'un de la génération dite Y aura pas forcément peur. Il sait qu'il a grandi dans une notion de l'apprentissage par l'erreur. Alors qu'avant, c'était on entourait en rouge. Ce qui était faux, et c'était interdit, il n'y a pas le droit de se tromper. Maintenant, on a le droit de se tromper. Ce qui change du coup les relations humaines. On commence à se dire, on a peut-être le droit de se tromper, on peut avoir un ou plusieurs partenaires au cours de sa vie, etc. Il y a ce droit à l'erreur et le droit à l'oubli. On sait avec le numérique que ça laisse plein de traces partout, et la génération, disons, là qui approche de la trentaine commence à se rendre compte, se dire « Ah merde, mon patron peut voir mes frasques sur Facebook, etc. » Par contre, la génération d'après, elle va sur d'autres réseaux, type Snapchat très spécialisés, où en fait, le seul post visible, c'est le dernier post qu'on a mis. C'est pas celui qu'on a mis il y a 3 ans, c'est celui qu'on a mis dans l'heure. Et tous les précédents sont effacés. Ce qui du coup crée une sorte de drame quand, à cause d'un hack, d'un délit frauduleux, on se rend compte que en fait non, tout est stocké à San Francisco, mais c'est juste que c'est pas dévoilé au public, quoi.
Voilà, c'était juste ces deux notions qui me semblaient pas avoir entendu dans la table ronde. Super intéressant. Sur le premier, moi, ça serait un long échange, mais je te suivrai très volontiers sur le fait que pas mal de gens qualifient le droit à l'erreur et l'essai-erreur comme un attribut de la culture numérique, comme quelque chose qu'on a vu apparaître. Alors, c'est pas tant les outils qui le permettent que les modalités de construction et d'évolution de cette culture numérique qui font qu'on a l'habitude d'essayer le prototype un petit peu partout et de se tromper, de changer, etc. Très lié au fait que nous vivons dans un monde en évolution permanente. Donc un monde incertain, comme disent certains auteurs. En revanche, sur le droit à l'oubli, je serais peut-être plus ambivalent par rapport à ce que tu racontes. Cyril, en fin de matinée, nous en parlait sous l'angle précisément de l'accompagnement qu'il doit faire à des ados pour leur montrer comment corriger, comment effacer des choses blessantes, etc. Toi, tu y revenais d'une autre façon sur certains aspects. Comment est-ce qu'on arrive à cacher ce qu'on a montré et aussi avec des générations qui n'intègrent pas tout de suite le fait qu'on peut faire des copies d'écran de Snapchat, par exemple, et que donc j'ai pas laissé de traces, et que derrière ça, le porn revenge est basé sur le fait que tout ne s'oublie pas et qu'il y a des tas de traces qui vont exister à d'autres endroits que dans les endroits où on pense les avoir laissées. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Alors, ensuite, c'était à Myriam. Oui, donc moi c'était plus par rapport, quand on a parlé de la transgression, exposition de l'intimité, impudeur dans les réseaux sociaux. À un moment, tu nous as montré donc quelque chose qui avait été tweeté ce soir, je baise, etc. Et en fait, moi, il n'y a pas bien longtemps, il m'est arrivé la même chose. Sur mon fil d'actualité, quelqu'un que je connaissais pas, donc du coup, je ne sais pas comment elle est arrivée sur mon fil d'actualité, avait mis une photo d'elle après son épilation intime, en montrant le résultat. Et j'ai réagi comme toi en me disant, punaise, elle n'a pas froid aux yeux, quoi. Et du coup, comme on avait eu un cours sur les identités numériques, première réaction, elle ne sait pas du tout gérer son identité numérique. Et en fait, en allant plus loin, j'ai voulu savoir un peu qui c'était, ce qu'elle faisait. Je suis atterrie sur son blog et du coup, j'ai compris. Alors, je pense que ça rejoint ton sujet de thèse. En fait, c'était une fille qui avait de fortes revendications féministes, qui était actrice porno, etc. Et du coup, je pense que dans l'utilisation de la transgression, dans les réseaux sociaux particulièrement, l'impudeur, tu vois, ou mettre des phrases un peu trash, ça sert en fait souvent à un message qu'on veut faire passer. Et c'est utilisé voilà, pour les féministes. Les filles qui se prennent en photo les fesses en montrant, c'est aussi pour afficher « j'assume mes rondeurs », on en a marre du diktat de la mode. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu formatée, on ne met pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais finalement, il y en a en fait, ils ne le font pas par hasard. D'ailleurs, le fait de mettre des photos de soi en disant je suis fière de mes formes, etc., ça fait partie du mouvement du body positivisme, ou le body positive, où il faut aimer son corps tel qu'il est, même s'il a des poils, des vergetures, etc., etc. Et dans le cadre en fait des photos sur Internet, donc intimes ou autres, sont dans cette sphère-là féministe, sont très très souvent dans ce cadre de body positivisme, qui est une sorte de mouvement dans la continuité du féminisme pro-sexe d'ailleurs, où on est encore dans cette idée de assumer son corps, sachant que dans le body positivisme, il y avait aussi cet aspect de la sexualité, vous la pratiquez que si vous voulez, etc. etc. Donc c'est vraiment aimer son corps tel qu'il est, et donc dans ce cas-là, il faut montrer des photos de soi avec des poils sous les bras et machin. Et quand on ne connaît pas du tout le truc, c'est sûr que ça fait très bizarre. Alors moi au début ça me faisait marrer. Et maintenant je suis habituée. J'ai un espèce de changement par rapport à l'image qui s'est fait en plusieurs années, qui est assez marrant. Ça sert à un mouvement féministe, et c'est parce que les gens ont des choses à dire. Ça leur permet justement de sortir du... Parce que si c'est pas un message qui surprend, on va pas le lire.
Donc ça permet de sortir de son cercle commun d'amis, puisque là tout le monde sait, c'est facile de dire au voisin ou à son collègue de boulot, je suis féministe et je revendique. Et du coup, en le postant sur un réseau social, eh ben, effectivement, on attire l'œil, entre guillemets, et on fait passer le message à beaucoup d'autres personnes. Une activiste féministe comme ça qui s'appelle Missungi, qui qui dit clairement, moi j'utilise mes fesses pour attirer l'attention, et une fois que j'ai ton attention, là on parle politique. Bah voilà. Tu vois, c'est... Ah bah ça me surprend pas, tiens, voilà. C'est rigolo. Moi j'avais une question, mais sur 2 sujets en fait. Je voulais revenir sur l'application Snapchat en fait, où tous les éléments sont éphémères et effacés instantanément. On peut toujours garder des traces. Donc la seule différence au niveau sécurité sur ce genre d'application, c'est que la personne qui a envoyé le snap, en fait, le receveur, s'il prend un screen, automatiquement, l'envoyeur, lui, reçoit un SMS en lui disant, voilà, telle personne. Donc en fait, c'est une certaine sécurité qui est relativement intéressante. Donc on peut toujours garder des traces, même sur les applications qui sont censées ne pas en garder. Et il y a quelque chose qui m'a choqué sur Facebook. Les développeurs ont créé une option sur Messenger, en fait les messages éphémères aussi. Et au jour d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas l'intérêt d'avoir développé ce genre d'option, si ce n'est, c'est pas des fétistes ou c'est pas, voilà, moi je comprends pas l'objectif positif de cette option-là sur Facebook. Le fait de déclencher des discussions éphémères sur 1 heure, admettons, je comprends toujours pas l'intérêt. Peut-être c'est un intérêt à relier au nombre plus important qu'on ne croit de gens qui utilisent Facebook sur un ordinateur collectif et qui donc savent qu'ils ne vont pas toujours penser à désactiver leur compte, mais en revanche il vaut mieux que ça ne laisse pas toujours les traces de tout. Moi c'est la première interprétation que j'en ai. Je crois que j'avais lu un bout d'explication là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait cette application, et là j'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir, mais en effet, c'est très malin. Ça date du mois de novembre, hein. C'est sorti au mois de novembre dernier. En revanche, les pratiques d'effacement après coup, c'est des choses qu'on retrouve. Moi, je connais beaucoup de gens qui effacent leurs messages Twitter après les avoir envoyés, par exemple. Non, pour revenir, justement, ce truc-là, je connaissais pas non plus, mais ça participe à cette tension qu'il y a, notamment après l'affaire Snowden, zut, on laisse des traces, on n'a pas forcément envie. Alors certes, il y a une génération qui je pense, se résigne à ça, et une autre, peut-être, qui émerge, en tout cas, je l'espère de mes voeux, qui aimerait tendre, et voire même se déconnecte. Moi, j'ai de plus en plus d'amis qui se déconnectent de Facebook, Twitter, ça reste encore la vache sacrée, on reste sur Twitter, mais par contre Facebook, on commence à partir. Et voilà, ce genre de choses, WhatsApp aussi, je crois, si on essaie de plus se protéger et rester sur des discussions interpersonnelles, en tout cas c'est mon sentiment, peut-être que je me trompe, mais il y a une tension de déconnexion, d'ailleurs le droit à déconnexion, c'est assez intéressant de voir que les gens ont peut-être envie de rapports humains avant du numérique, quoi. Oui, on aurait tendance à penser que c'est... Je suis assez d'accord avec toi, j'adorerais que tout ça soit massivement vrai, et je pense que c'est vrai à des petites échelles pour l'instant. Donc, la maîtrise de nos identités, de nos pratiques, quelque chose qui est fou. D'autres... oui, pardon. Alors, moi je voudrais dire que amour et numérique, mais pour nos aînés, qu'est-ce qu'il en est? Et puis dernière chose, qu'est-ce qu'il en est au niveau, au niveau national, au niveau français? On sait que pour le droit à l'image, il y a un article 10 du Code civil, mais qu'en est-il au niveau européen et international, puisque Internet, c'est un mouvement international. Alors, nos aînés, des Lumières. C'est marrant parce que j'en ai parlé en workshop de labo hier et que justement on n'a pas vraiment pu répondre à la question. Moi je sais que le problème que j'ai c'est par rapport à la censure, que droit à l'image, tout ça, et que c'est pas
par exemple, si on prend Facebook, c'est américain, donc il y a un droit à l'image avec des lois américaines qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à certains pays. Et du coup, c'est ultra flou, quoi. On n'arrive pas à savoir quel droit c'est. Moi, j'ai un peu du mal à savoir comment ça se passe au niveau protection de son image, etc., etc. Si jamais on a un problème et qu'on veut en parler à Facebook, c'est galère parce que ils sont pas en France, et puis ils ont des locaux en Irlande, et puis machin. C'est un bordel innommable. Tout ça pour dire que voilà, on a résolu la question hier et j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui. Désolée. On va parler de la question de l'âge, plus de l'âge en général. Il y a Marie Bergstrom, dont je parlais tout à l'heure, elle a travaillé sur les rapports d'âge, par exemple sur les sites de rencontres hétéro. Elle a expliqué des choses qui sont assez intéressantes sur le fait que, alors d'abord, il y a des gens, je veux dire, l'usage d'Internet et de la rencontre en ligne dépasse les gens qui ont 25 ou 30 ans. Il ne faut quand même pas se leurrer. Bien au contraire, il y a plein de gens qui sont abonnés et qui ont 45, 50, 60, etc. Par contre, la valeur sur le marché de la rencontre change en fonction de l'âge et en fonction du genre. Ce que Marie raconte, c'est que quand on est un homme jeune, en dessous de 25 ans, on ne vaut rien sur les sites de rencontres. C'est-à-dire que les femmes de notre âge vont même pas nous parler. Quand on est une femme qui passe 50 ans, et ça, moi je l'ai retrouvé dans plein d'entretiens aussi, alors qu'on valait beaucoup quand on était jeune, on vaut moins quand on passe la cinquantaine. Mais c'est pas quelque chose qui décroît au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à 49 ans, il n'y a aucun problème. On rencontre autant qu'on veut, etc. Avec les mêmes images, avec le même profil, passé 50 ans, on ne rencontre plus personne. On ne reçoit plus de messages. Et c'est exactement comme on parlait tout à l'heure de la question des préjugés sur l'orthographe et l'origine sociale, et comme si c'était un problème, etc. Et là, pareil, c'est un signe qui va accrocher un préjugé de la personne. Et voilà, et les hommes de 50 ans draguent des femmes de 35 ou de 40. Et ils ne draguent pas des femmes de leur âge. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Des deux côtés, il y a des discriminations. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je trouve assez intéressante, qui est plutôt pour le coup du côté... alors, en fait, il y a plein d'autres choses. Mais les critères de l'âge sur les sites gays ne fonctionnent pas de la même manière. Et il y a des places, il y a des styles de personnes, en fait, qui vont avec l'âge. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis pour tout le monde, et les personnes toujours plus jeunes, plus belles et qui ont l'air plus élégantes, c'est-à-dire qui ont plus d'argent pour s'acheter des beaux habits, auront toujours plus de messages. C'est déjà un stéréotype, comme je vous dis. Mais par contre, c'est géré différemment. Pareil, dans le monde, sur les sites de diffusion de porno, c'est pas seulement des jeunes actrices américaines qui sont devant leur webcam ou qui tournent dans des films. Il y a des gens de tous âges et avec des pratiques relativement variées. Le fait que ces plateformes en fait, accueillent des contenus amateurs, ça permet de rendre visibles des sexualités. Et ça permet tout simplement de produire, dans une certaine mesure, une culture sexuelle pour des corps qui ne sont pas représentés ailleurs comme étant des corps capables de sexualité, capables d'intensité corporelle, etc. Et pour le coup, il y a des séries, alors il y a des tags, évidemment, qui vont avec des pratiques de personnes d'un certain âge. Alors après, ça dépend des pratiques, etc. Il faut chercher à chaque fois. Mais il y a une représentation qui est possible. Et ça n'est possible finalement que parce que les plateformes en fait se nourrissent des contenus amateurs, ils exploitent tout simplement, mais dans cette idée mais participent à rendre visibles des choses qui étaient toujours triées comme étant totalement inutiles auparavant. Pour compléter sur cette question d'âge, pour le coup, d'une part, c'est vraiment pas des choses sur lesquelles le numérique a changé tant de choses que ça, c'est-à-dire que la presse
pornographique spécialisée des années 80-90 avait déjà tout un ensemble de segments. Il y avait des journaux spécialisés, il y a un groupe de médias connus, parce que par ailleurs il finançait des livres d'extrêmement haut vol sur le plan intellectuel, qui étaient nourris par un commerce pornographique insensé de plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans, etc. Donc il y avait ces espèces de segmentation marketing incroyable, mais c'est d'autre part des choses qu'on a aussi vues sur des réseaux sociaux numériques pas du tout liés au sexe ou aux relations intimes. J'avais fait intervenir Nathan Stern, le fondateur de Peuplade. Peuplade, ça a été un très gros réseau social qui est allé jusqu'à plus de 200 000 inscrits, souvent assez actifs, à la base sur Paris et puis progressivement sur plusieurs villes de France, et qui tout simplement étaient des échanges entre voisins, donnaient lieu à du troc, à des sorties en commun, à tout un ensemble de choses. Ça a été assez vigoureux, et une fois je l'ai invité, puisque précisément à la FIG, on a conduit un travail qui s'appelait plus longue la vie, qui consistait précisément à croiser les problématiques numériques avec les problématiques d'allongement de la durée de la vie, donc de rajeunissement de la société, parce qu'on est jeune beaucoup plus tard. Et donc, posant ces questions-là, je lui disais, mais quel âge ont les gens de Peuplade? Il disait, je ne sais pas, parce que je suis sociologue, mais j'ai beaucoup bossé pour le marketing, et en créant Peuplade, j'ai voulu ne pas segmenter. Simplement, ça coince. Les gens établissent des relations en ligne. 95% de ce qui se passe sur Peuplade se poursuit au café du coin, dans des sorties, dans des échanges bien réels. Et là, les clivages se font. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de 40 ans, plus de 50 ans, se trouve à une table de jeunes, les jeunes ne lui parlent pas. Donc il y a une ségrégation d'âge qui se fait dans les sociabilités ordinaires, à moins d'être dans des univers où précisément il y a des habitudes de socialisation intergénérationnelle. Je pense que c'est vraiment ça le sujet, dont le numérique est le miroir, et avec en plus l'algorithmique sur laquelle tu as insisté et travaillé, qui fait partie du cœur de l'histoire, c'est-à-dire un codage social et informatique à la fois, qui aboutit à surdéterminer ces facteurs-là. C'est-à-dire à faire qu'on va faire des choix instruits par la technique qui vont reproduire les segmentations marketing. Donc potentiellement, si on ne se méfie pas, on va pas tarder à conclure, hein, c'est l'heure, certains ont des trains, il fait beau dehors, etc. Mais moi j'entends plusieurs choses qui se sont dites au fil de cette journée. Il y a notamment cette espèce de part ambiguë et ambivalente de la technique. C'est des dispositifs puissants qui vont codifier les choses d'une certaine façon, et qui vont en fait codifier des codes sociaux et des intentions commerciales. Des codes sociaux, ça veut dire qu'à certains endroits, c'est par des dispositifs techniques qu'on va rentrer de la langue, du vocabulaire, etc., qui va déterminer les conditions d'émission et de réception. C'est par des moyens techniques qu'on va pouvoir surdéterminer des comportements. Donc on va pouvoir actionner des vieux ressorts du marketing et de la psychologie appliquée au business qui vont passer par ces chemins-là. Donc une partie des questions qui sont venues aujourd'hui, c'est les questions de notre éducation et notre autonomie en face de ces dispositifs. Une part de ce que tu viens de nous présenter, c'est pas un hasard si c'est inscrit dans les positions politiques féministes, c'est-à-dire qu'on suppose une certaine maîtrise. Une part de ce que tu nous as présenté est un peu lié au paysage d'hyperchoix, et donc de notre capacité ou non à savoir où nous mettons les pieds dans ces environnements. Et une part des échanges de la matinée portait aussi sur des dimensions éducatives, éducationnelles, qui renvoient à la question de savoir s'il faut par exemple des politiques publiques liées à ces choses apparemment relevant de la chambre à coucher ou de la sphère privée, dont il ne faut pas trop que les vieux messieurs se mêlent, comme on dit, on a renvoyé parfois sur d'autres débats. Et donc, est-ce qu'il faut codifier, légiférer, protéger les plus fragiles face à, ou est-ce qu'il faut plus simplement éduquer, outiller, fabriquer du pouvoir d'agir? Ce serait peut-être déjà un premier pas, et à mon avis, une des grandes vertus de ce forum, et je vais conclure par là, en remerciant à nouveau Philippe et toute l'équipe de Quantique de l'avoir organisé, c'est que nous éduquons, nous faisons nos apprentissages par rapport à ces questions. Donc, pour ma part, j'aurais
Pas un mot de plus à dire aujourd'hui. Peut-être Fred ou Sophie, si vous avez autre chose à dire. Donc, on va s'arrêter là.